tous et bienvenue pour cette 6e vidéo des rétrospectives 2023. Après le top 10 masculin, je vais vous présenter aujourd'hui le top 10 féminin, où contrairement au circuit ATP, il n'y a pas eu une personnalité qui s'est dégagée. La preuve en est que l'ITF a décidé d'octroyer le titre de championne du monde à une autre joueuse que celle qui a terminé l'année à la première place de la WTA. Pour notre top 10, nous on va se caler sur le classement officiel. Et d'ailleurs c'est assez légitime, Iga Swiatek mérite largement d'être numéro 1. Une place où elle avait déjà terminé la saison 2022, mais qu'elle a tout de même perdu en cours d'année avant de ne la récupérer que à la fin du Masters. Déjà mise en difficulté à la fin de la saison précédente, Iga Swiatek a montré dès le début de l'année qu'elle n'avait plus la même autorité sur le circuit. À la United Cup tout d'abord, où elle s'est quand même pris un 6-2-6-2 face à Jessica Pegula en demi-finale. Puis à Melbourne, où elle a été surprise en huitième de finale par Elena Rybakina, également en 2-7. Elle se reprend toutefois rapidement en s'imposant au WTA 500 de Doha avant d'atteindre la finale du WTA 1000 de Dubaï. En prenant assez facilement sa revanche sur Pegula, elle enchaîne avec une nouvelle demi-finale à Indian Wells, mais elle y est largement dominée par Elena Rybakina. Elle renonce ensuite à défendre son titre à Miami en raison d'une blessure aux côtes. Sa saison sur terre battue démarre sur les meilleurs auspices puisque elle domine Aryna Sabalenka, sa dauphine au classement, en finale du tournoi de Stuttgart. Elle enchaîne avec une finale au WTA 1000 de Madrid, mais cette fois elle est battue par Aryna en 3-7. À Rome, elle se hisse encore en quart de finale, mais elle doit abandonner lors de ce match face à Elena Rybakina. Roland Garros est définitivement son jardin. Elle y obtient un troisième succès, son quatrième en tout en Grand Chelem. Elle connaît un parcours assez tranquille au début, se hissant en finale sans perdre le moindre set, notamment avec une très convaincante victoire face à Coco Gauff. Mais la finale est beaucoup plus acharnée puisqu'elle a besoin de 3 sets très serrés pour venir à bout de Karolina Muchova. Elle dispute ensuite le tournoi de Bad-Homburg sur gazon, mais abandonne avant sa demi-finale suite à une intoxication alimentaire. Elle se hisse ensuite en quart de finale à Wimbledon, mais elle y est battue par Elina Svitolina en quart de finale et en 3-7. Après une victoire très tranquille chez elle à Varsovie, la numéro 1 mondiale aligne 2 demi-finales consécutives à Montréal et à Cincinnati, mais elle est de nouveau surprise prématurément à l'US Open, puisqu'elle s'incline en huitième de finale et en 3-7 face à Jelena Ostapenko. Après une élimination en quart de finale au WTA 500 de Tokyo, elle termine particulièrement bien la saison puisqu'elle s'impose consécutivement au WTA 1000 de Pékin puis au Masters. Les conditions météo très compliquées dans lesquelles celui-ci se dispute ne la perturbent pas outre mesure puisqu'elle ne laisse pas le moindre set à ses différents adversaires. Si Iga Swiatek avait perdu sa place de numéro 1 mondial le temps de quelques semaines depuis le lendemain de l'US Open jusqu'à ce Masters, elle n'en reste pas moins une solide leader du circuit. Avec un nouveau titre en Grand Chelem, 1 donc au Masters et 4 autres durant l'année, elle a largement mérité cette place de numéro 1 mondial. Âgée de 22 ans seulement, elle a encore de très nombreuses années devant elle pour étoffer ce joli palmarès. Ce n'est pas faire offense à Aryna Sabalenka de penser qu'elle ne mérite que la deuxième place cette année. Si l'ITF lui a décerné ce titre de championne du monde, c'est certainement en raison de sa très grande régularité lors des 4 tournois du Grand Chelem. Et c'est d'ailleurs ce qui a le plus changé cette année pour la Biélorusse. Ça fait quelques saisons qu'elle fait partie des meilleures joueuses mondiales, mais elle n'avait jusqu'ici atteint que 3 demi-finales en Grand Chelem. Elle en a atteint 4 de plus cette année et a d'ailleurs remporté son tout premier tournoi majeur à l'Open d'Australie. Elle avait déjà remporté son premier tournoi de la saison lors du WTA 500 d'Adélaïde, mais elle a donc soulevé son premier trophée du Grand Chelem à Melbourne en prenant la mesure d'Elena Rybakina en 3-7 serrés en finale. Par la suite, Sabalenka a encore atteint un quart à Dubaï, puis la finale à Indian Wells pour le WTA 1000, où Rybakina a pris sa revanche. Surprise en quart de finale à Miami, elle réalise également une très bonne saison sur terre battue, puisqu'elle atteint la finale à Stuttgart et s'impose lors du tournoi de Miami, en battant Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, en 3-7. Une défaite d'entrée à Rome ne l'empêche pas d'arriver à Roland Garros dans la peau de la favorite. Elle se hisse d'ailleurs en demi-finale, mais est surprise par la révélation du tournoi, la Tchèque Karolina Muchova. Après une défaite au deuxième tour à Berlin, elle se hisse à nouveau en demi-finale d'un Grand Chelem à Wimbledon. Et là aussi, elle est battue en 3-7, cette fois par Hans Javer. Elle ne démarre pas trop bien l'été puisqu'elle est surprise au troisième tour à Montréal, mais elle enchaîne avec une demi-finale à Cincinnati et surtout avec une nouvelle finale en Grand Chelem à l'US Open.
Elle était une nouvelle fois passée tout près de l'élimination en demi-finale face à Madison Keys, qu'elle n'a battu qu'au tie-break du dernier set, avant de perdre à nouveau en 3-7 contre Coco Gauff en finale. La Biélorusse ne dispute plus que 2 tournois en fin d'année. Elle se fait battre en quart de finale au WTA 1000 de Pékin par Rybakina, avant de s'incliner en finale des Masters contre Iga Swiatek. Si elle termine donc de très peu à la deuxième place, c'est certainement en raison de cette fin de saison un petit peu moins bonne. Les 3 titres qu'elle a remportés datent en effet de janvier pour 2 d'entre eux, puis de fin avril pour celui de Madrid. Et elle a aussi surtout été battue de nombreuses fois face à ses principales rivales sur le circuit. Si on regarde ses confrontations face aux autres joueuses qui terminent dans le top 5, elle n'a remporté que 3 matchs et a été battue 6 fois. Ce bilan est selon moi insuffisant pour pouvoir prétendre au titre de meilleure joueuse de l'année. Si elle termine tout de même assez loin des 2 premières mondiales au classement, je suis certain que Coco Gauff viendra rapidement et peut-être dès 2024 se joindre à la lutte pour le sommet. La toute jeune fille qui n'a pas encore fêté ses 20 ans, elle les aura au mois de mars, a tout de même franchi un cap décisif dans sa carrière cette année. Victorieuse du premier tournoi de la saison à Auckland, un petit WTA 250, elle se hisse ensuite en 8e de finale de l'Open d'Australie, où elle est surprise par Jelena Ostapenko. Son début de saison n'est pas à la hauteur de ce que sera la fin de son année, puisqu'elle perd en quart de finale à Doha, en demi à Dubaï, et à nouveau en quart à Indian Wells, où elle ne prend que 4 jeux à Aryna Sabalenka. Pire, elle est surprise dès le 3e tour à Miami par la Russe Potapova. Et c'est sur terre battue qu'elle connaîtra ses résultats les moins bons, puisqu'elle s'incline au 2e tour à Stuttgart et au 3e à Madrid et Rome. Finaliste sortante à Roland-Garros, elle se hisse une nouvelle fois en quart de finale, mais est à nouveau largement dominée par Iga Swiatek. Sur gazon, elle perd au 2e tour à Berlin, puis se hisse tout de même en demi-finale à Eastbourne, avant d'être surprise d'entrée par Sofia Kenin à Wimbledon. C'est vraiment à partir de l'été que Coco Gauff va réellement exploser, but sa tournée en Amérique du Nord par le 2e succès de sa saison lors du WTA 500 de Washington. Si elle est ensuite surprise par sa copine Jessica Pegula en quart de finale de Montréal, elle remporte son tout premier WTA 1000 à Cincinnati. Elle y domine d'ailleurs, pour la toute première fois de sa carrière, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek en 3-7. Sur sa lancée de cet excellent été, elle remporte son tout premier titre du Grand Chelem lors de l'US Open. Sur sa route, elle domine notamment Jelena Ostapenko ou Karolina Mukova, et surtout, en finale, elle vient à bout d'Aryna Sabalenka en 3-7. À 19 ans, elle est la première joueuse américaine depuis Serena Williams à remporter un Grand Chelem avant sa 20e année. Elle termine sa saison par une nouvelle demi-finale à Pékin, où cette fois elle doit céder contre Iga Swiatek. Elle est éliminée au même stade de la compétition au Masters de Cancun. D'abord battue par Swiatek à nouveau en poule, elle perd donc dans le dernier carré face à Jessica Pegula. Avec 4 titres cette saison, dont un premier en WTA 1000 et surtout un premier en Grand Chelem, elle a fait un grand pas vers le sommet. À 19 ans, l'avenir lui est vraiment ouvert et ça pourrait être le vrai danger pour Iga Swiatek l'an prochain. Elena Rybakina avait surpris la planète tennis en s'imposant à Wimbledon en 2022. Cette victoire ne lui avait malheureusement rien rapporté au classement, puisque les points de ce tournoi n'avaient pas été comptabilisés suite à l'interdiction pour les joueurs russes et biélorusses de s'inscrire. Et ce n'est donc qu'à la 22e place mondiale que la Kazakh a débuté la saison 2023. Mais tout de suite, elle va démontrer que sa victoire à Londres n'était en rien due au hasard, en atteignant la finale de l'Open d'Australie. Sur son parcours, elle va tout de même accrocher les noms de Danielle Collins, d'Iga Swiatek, tout de même la numéro 1 mondiale, puis de Jelena Ostapenko et de Victoria Azarenka. Et ce n'est qu'en 3-7 qu'elle va finalement s'incliner face à Aryna Sabalenka en finale. La Kazakh se blesse au dos lors du tournoi de Dubaï, ce qui l'a contraint à déclarer forfait avant son 8e de finale, mais elle est vite sur pied de nouveau puisque elle s'impose à Indian Wells et remporte ainsi le premier titre WTA 1000 de sa carrière, et elle le fait avec la manière puisqu'elle domine une nouvelle fois Iga Swiatek en demi-finale, 6-2, 6-2 tout de même, puis cette fois elle bat Aryna Sabalenka en finale. Toujours intraitable, elle se hisse encore en finale à Miami, mais cette fois elle doit céder pavillon face à Petra Kvitova. Ses débuts sur terre sont plutôt poussifs puisqu'elle perd au 2e tour à Stuttgart et d'entrée à Madrid, mais elle se reprend bien à Rome
Rome pour remporter le deuxième WTA 1000 de sa carrière, il est vrai en bénéficiant de 3 abandons sur son parcours, dont celui de Iga Swiatek en quart de finale. Ce succès lui permet d'aborder le tournoi de Roland-Garros parmi les favorites, mais malheureusement la fièvre l'oblige à renoncer à disputer son 3e tour. C'est peu dire qu'elle est attendue du côté de Wimbledon évidemment, et elle se hisse à nouveau en quart de finale, mais cette fois Ons Jabeur, qu'elle avait battu en finale l'an dernier, prend sa revanche en 3-7. Durant l'été, Rybakina atteint encore les demi-finales à Montréal, mais elle doit abandonner au 3e tour de Cincinnati. C'est également au 3e tour qu'elle s'incline lors de l'US Open. Cette fois, c'est Sorana Cîrstea qui la bat en 3-7. Rybakina atteint une nouvelle demi-finale en WTA 1000 à Pékin, une nouvelle fois en prenant la mesure d'Aryna Sabalenka, mais elle est surprise dans le dernier carré par la Russe Samsonova. Au Masters de Cancun, elle bat Sakkari lors du premier match, mais des défaites contre Jessica Pegula et Aryna Sabalenka l'empêchent de rejoindre les demi-finales. Cette saison bien pleine confirme le potentiel de Rybakina. Désormais 4e mondiale, elle peut jouer les premiers rôles encore l'année prochaine, si son physique parfois fragile la laisse un peu tranquille. Jessica Pegula a sans doute été la révélation de la saison 2022. Elle est en effet passée du 18e au 3e rang mondial, atteignant 3 quarts de finale en Grand Chelem et remportant le WTA 1000 de Guadalajara. Elle devait confirmer en 2023 et elle l'a plutôt bien fait, dès la tournée australienne d'ailleurs, puisqu'elle a remporté la United Cup avec l'équipe américaine, avant de se hisser à nouveau dans un quart de finale de Grand Chelem à Melbourne. Elle réalise encore 2 bons tournois dans les Émirats, avec une finale à Doha et une demi-finale à Dubaï, puis s'incline en 8e de finale d'Indian Wells, mais au tie-break du dernier set contre Petra Kvitova. Toujours bien placée dans les plus grosses épreuves, elle atteint encore une demi-finale à Miami et une autre à Charleston. Un peu moins à l'aise sur terre battue, elle atteint tout de même les quarts de finale à Madrid, mais elle est surprise d'entrer à Rome et est battue au 3e tour assez largement à Roland-Garros. Le gazon lui réussit mieux puisqu'elle atteint un quart de finale à Eastbourne puis à Wimbledon. Et son été est plutôt bon puisqu'elle atteint une nouvelle demi-finale à Washington avant de remporter son 2e WTA 1000 à Montréal. Lors de ce tournoi, elle bat sa partenaire de double Coco Gauff ainsi que Iga Swiatek, mais elle ne confirme pas tout à fait par la suite puisqu'elle est battue en 8e de finale à Cincinnati et à l'US Open par Madison Keys. Sa fin de saison est meilleure puisqu'elle atteint une finale au WTA 500 de Tokyo, puis s'impose lors du WTA 250 de Séoul pour remporter son 2e titre de la saison. Elle termine d'ailleurs cette saison sur une très bonne note puisqu'elle atteint la finale du Masters après des victoires sur Rybakina, Sabalenka et Coco Gauff. Par contre, en finale, elle ne prend qu'un seul jeu à Iga Swiatek. Son avènement au plus haut niveau est plutôt inattendu puisqu'elle a tout de même déjà 29 ans et qu'elle est d'ailleurs la doyenne de ce top 10. Mais elle est tout de même encore assez jeune pour réaliser de grandes choses et notamment essayer de dépasser enfin ses quarts de finale en Grand Chelem. La deuxième joueuse la plus âgée de ce top 10, c'est Ons Jabeur, qui a 6 mois de moins que l'américaine. Et la tunisienne a également connu une explosion tardive, puisqu'elle a vraiment explosé l'an dernier en atteignant les 2 finales du Grand Chelem à Wimbledon et à l'US Open. Sa confirmation était donc attendue également en ce début de saison, mais malheureusement une blessure au genou va légèrement l'handicaper pendant les premiers mois. Elle est notamment battue au 2e tour de l'Open d'Australie par Marketa Vondrousova, puis elle doit faire l'impasse sur les tournois au Proche-Orient avant de perdre prématurément également à Indian Wells et Miami. C'est sur la terre battue américaine de Charleston qu'elle réalise son premier bon résultat en s'imposant dans ce tournoi. Elle confirme ses qualités sur terre battue en atteignant une nouvelle demi-finale à Stuttgart, mais elle doit abandonner en raison d'une blessure cette fois au mollet droit. Cette blessure la contraint également à faire une croix sur la défense de son titre à Madrid. La Tunisienne revient à Rome, mais pas suffisamment prête. Elle est assez largement battue au premier tour. Son parcours est bien meilleur à Roland-Garros, où elle se hisse en quart de finale, mais elle y est surprise par la révélation du tournoi, Beatrice Haddad-Maia. Malgré des tournois de préparation plutôt poussifs, elle se hisse une nouvelle fois en finale de Wimbledon, après un parcours exemplaire, où elle bat Petra Kvitova, ancienne double vainqueur, Elena Rybakina, puis Aryna Sabalenka, mais toujours très nerveuse au moment d'aborder les grands matchs, elle s'incline en 2-7 face à Marketa Vondrousova. Durant l'été, Ons Jabeur atteint encore un quart de finale à Cincinnati, puis est surprise en 8e de finale de l'US Open par Qin Wenzheng. Sa fin de saison est à nouveau perturbée par une blessure, bien qu'elle gagne un WTA 250 à Ningbo, elle doit ensuite abandonner en quart de finale du tournoi de Zhengzhou. Au Masters, elle prend sa revanche sur Vondrousova, mais est largement battue par Gauff et Swiatek. Joueuse très sympathique, Ons Jabeur jouit d'une très grande cote de popularité auprès du public. Malheureusement, ses nombreuses blessures tout au long de sa carrière l'ont empêché jusqu'ici de produire son meilleur tennis tout au long d'une saison.
Markéta Vondrousova s'était révélée en 2019 en atteignant la finale de Roland-Garros quelques jours avant de fêter son 20e anniversaire. Mais une grosse blessure au poignet a mis un coup d'arrêt à sa progression. Elle était plutôt bien revenue en 2021, créant une nouvelle sensation en atteignant la finale des Jeux Olympiques. Mais un nouveau souci au poignet a complètement gâché sa saison 2022. Elle était donc retombée à la 103e place mondiale lorsqu'elle a débuté sa saison au tournoi de Dubaï en février. Si elle s'incline d'entrée aux Émirats, elle atteint tout de même les huitièmes de finale à Indian Wells après une victoire sur Ons Jabeur et un autre huitième à Miami où là elle bat Karolina Pliskova. La saison sur terre battue lui réussit moins puisqu'elle est battue au deuxième tour à Madrid puis en huitième à Rome avant d'être de nouveau battue au deuxième tour à Roland-Garros par Daria Kasatkina. Après un quart de finale sur le gazon de Berlin, elle crée l'une des plus énormes sensations de la saison en s'imposant à Wimbledon. Sur son parcours, elle se débarrasse notamment de Jessica Pegula, d'Elina Svitolina en demi-finale et de Ons Jabeur en finale. Pendant l'été, Vondrousova atteint encore un quart de finale à Cincinnati, où elle n'est battue que par Iga Swiatek, puis à l'US Open, où elle cède en 2-7 contre Madison Keys. Sa fin de saison est par contre complètement ratée, puisqu'elle perd ses 5 derniers matchs au premier tour de Pékin, puis les 3 matchs de poule des Masters face à Ons Jabeur, Coco Gauff et Iga Swiatek, avant une dernière défaite en demi-finale de la Billie Jean King Cup. Joueuse typique de l'équipe tchèque, très puissante des deux côtés et également au service, Vondrousova est également beaucoup trop souvent blessée pour arriver à se maintenir sur le long terme dans le top 10. La deuxième tchèque de ce top 10, Karolina Muchova, s'est révélée en 2021 en atteignant les demi-finales de l'Open d'Australie. Mais comme sa compatriote, elle a subi quelques blessures qui ont ensuite freiné sa progression. Elle réalise en 2023 de loin la meilleure saison de sa carrière. Tout n'avait pourtant pas très bien commencé puisqu'à Melbourne, elle avait été battue dès le deuxième tour. Elle atteint ensuite un quart de finale à Dubaï où elle doit malheureusement abandonner. Mais elle fait grâce à ce tournoi son retour dans le top 100 et elle se hisse encore en quart de finale à Indian Wells en battant Azarenka et Vondrousova. Elle n'y est battue que par Elena Rybakina en 3-7 très serrés. Après une défaite au troisième tour à Miami et au deuxième à Madrid, elle atteint un nouveau huitième de finale à Rome, mais c'est à Roland-Garros qu'elle se fait définitivement un nom en atteignant la finale après un superbe combat face à Aryna Sabalenka en demi-finale et une défaite de justesse face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek en finale. Moins à l'aise sur gazon, elle est battue d'entrée à Wimbledon, mais elle atteint une nouvelle finale dans un grand tournoi à Cincinnati, pour un WTA 1000 donc, où elle bat à nouveau Aryna Sabalenka avant de s'incliner contre Coco Gauff. À l'US Open, elle réalise encore un parcours remarquable jusqu'aux demi-finales, où l'américaine la bat à nouveau en 2-7, mais cette fois beaucoup plus serrée. Elle ne peut malheureusement pas jouer par la suite en raison d'une blessure au poignet. Joueuse atypique au jeu résolument tourné vers l'offensive, Muchova a vraiment les armes pour devenir une joueuse du top, mais elle aussi doit arriver à se ménager physiquement. Sixième mondiale à la fin des saisons 2021 et 2022, Maria Sakkari est en léger recul cette année, mais elle a tout de même maintenu sa place dans le top 10. La saison n'a d'ailleurs pas très bien commencé pour elle, malgré une demi-finale à la United Cup, elle est battue au troisième tour de l'Open d'Australie. Elle enchaîne ensuite des demi-finales au tournoi indoor de Linz, puis à Doha, mais perd d'entrée à Dubaï. Sa première vraie grosse performance, elle la réalise à Indian Wells, où elle se hisse en demi-finale, après des victoires sur Pliskova ou Kvitova. Plutôt instable, elle perd ensuite d'entrée à Miami et à Stuttgart, mais atteint une nouvelle demi-finale à Madrid. Elle est par contre surprise par Muchova au premier tour de Roland-Garros. Après une nouvelle demi-finale à Berlin, Sakkari est également battue d'entrée à Wimbledon par l'Ukrainienne Kostyuk. Et même si elle débute plutôt bien son été, avec une finale à Washington où elle bat Jessica Pegula, elle confirme ses difficultés en Grand Chelem en perdant à nouveau d'entrée lors de l'US Open face à l'Espagnole Rebecca Mazarova. Son automne est de bien meilleur niveau. Elle le débute d'ailleurs par une belle victoire au WTA 500 de Guadalajara, avant d'atteindre encore une demi-finale à Tokyo et un quart à Pékin. Cette belle série lui permet d'être qualifiée in extremis pour le Masters, mais elle y est battue par Sabalenka, Rybakina et Pegula. Maria Sakkari est la joueuse qui a le plus joué du top 10 avec 24 tournois, mais son irrégularité lui joue quand même pas mal de tours. La carrière de Barbora Krejcikova est particulièrement surprenante. Longtemps considérée comme une joueuse de double essentiellement, elle ne fait son entrée dans le top 100 qu'en 2020 alors qu'elle a déjà 24 ans.
et un an plus tard, elle surprend tout le monde en remportant Roland-Garros. Des soucis de santé l'empêchent de confirmer ce titre en 2022 et elle recule hors du top 20. Elle débute la saison avec un bon huitième de finale à l'Open d'Australie, mais c'est lors du WTA 1000 de Dubaï qu'elle retrouve tout son potentiel. Elle y bat 4 joueuses du top 10, dont les 3 premières mondiales, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek. Elle atteint ensuite les demi-finales à Indian Wells et Miami, et c'est à chaque fois Aryna Sabalenka qui met un terme à son parcours. Elle passe tout de même à côté de sa saison sur terre battue, avec comme seul bon résultat un huitième de finale à Madrid, mais tout de même une étonnante élimination d'entrée à Roland-Garros. Après une bonne finale à Birmingham tout de même, elle doit malheureusement abandonner lors de son deuxième tour de Wimbledon. De retour de blessure au milieu du mois d'août, elle connaît une passe très difficile avec 3 défaites au premier tour à Cincinnati, à Cleveland et à l'US Open. Mais sa fin de saison est de bien meilleure facture puisqu'elle s'impose lors du WTA 500 de San Diego et atteint encore la finale de celui de Tsingju. Ces derniers résultats lui permettent de faire son retour dans le top 10 en simple, mais par un effet de vase communicant, elle recule par contre légèrement en double alors qu'elle fait partie du top 10 depuis plusieurs années déjà et qu'elle a d'ailleurs encore remporté l'Open d'Australie en début d'année. On l'a vu, plusieurs joueuses de ce top 10 ont fait leur arrivée parmi les pros sur le tard. Les joueuses qui explosent au plus haut niveau à un très jeune âge, telles Coco Gauff ou Iga Swiatek, deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, le top 10 a plutôt une moyenne d'âge de 27 ans, plus ou moins. Et d'ailleurs, même si on regarde le top 20 ou le top 30, les joueuses de moins de 25 ans se font plutôt rares. C'est tout de même une joueuse de seulement 22 ans, Iga Swiatek, qui trône tout au sommet de ce classement.